Bonsoir à tous et à toutes, puisqu'il y a autant de femmes que d'hommes ici ce soir. Alors donc moi je suis Cécile, je suis consultante RH et donc j'interviens beaucoup en tant que coach et en tant que formatrice, entre autres au centre Technofuture TIC, où j'accompagne donc dans tout ce qui est job coaching des personnes. D'où ma présence ici ce soir concernant la réussite d'un salon de l'emploi ou d'un job day. On va passer au vif du sujet donc maintenant. Comment réussir son salon de l'emploi, ou en tout cas comment optimiser son salon de l'emploi. Alors déjà, il y a, je dirais, trois étapes. La première, c'est l'étape de la préparation. L'étape de la préparation, il y a un élément qui est extrêmement important déjà. Comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser justement cette étape-là? C'est d'aller déjà voir le site officiel du salon. Donc voilà, quelles sont les personnes qui seront là, quels sont les exposants. Alors dans les exposants, il y a autant des entreprises, il y a peut-être aussi donc des centres de compétences comme Technofuture TIC. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les Job IT Day, il y a également des ateliers qui sont proposés et des conférences aussi. Donc c'est intéressant aussi de suivre vraiment sur certains thèmes, soit conférences, soit encore de participer à des ateliers. Donc je dirais que la première chose à faire, c'est dans un premier temps dans la préparation, c'est visiter le site. S'il y a des entreprises qui vous interpellent ou des fonctions pour lesquelles vous êtes intéressé, allez aussi voir le site des entreprises en tant que tel. Ça, c'est un premier point qui est essentiel. Alors, par rapport à ça, je voulais aussi vous poser une question importante. Est-ce que parmi vous, quand vous allez, ceux qui ont déjà fréquenté un salon, est-ce que vous avez aussi, comment est-ce que vous le préparez? Est-ce que vous fixez des objectifs pour aller à ce salon? Alors ça, c'était une question qu'on avait posée. Oui, la question est dans le sondage, donc elle vient d'apparaître. Donc voilà, est-ce que vous avez déjà défini des objectifs avant d'aller à un salon? Alors voilà, en tant que coach, moi, quand j'interroge des personnes qui ont déjà fréquenté des salons, eh bien, souvent, je rencontre des personnes qui se disent, moi, c'est pas du tout quelque chose que j'ai apprécié, et au contraire, je suis sortie de là complètement démoralisée parce que énormément de personnes, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à chercher du travail, et voilà, et que finalement, l'un dans l'autre, une fois mais pas deux. Alors, si c'est le cas, c'est très souvent, et la majorité du temps, parce qu'il n'y a pas eu d'objectif qui a été fixé. Donc, posez-vous toujours la question, ne fréquentez pas un job day sans avoir en tête des objectifs bien précis. Et justement, qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que moi, quand je vais à un salon de l'emploi, je me dis, c'est pour avoir un emploi, en fait. Voilà, je veux décrocher un job. Oui, mais donc vous savez bien que c'est pas au salon de l'emploi de toute façon qu'on va signer le contrat en tant que tel, puisqu'il faut, c'est simplement une première rencontre déjà. Donc qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme type d'objectif? Eh bien, je pense que j'en ai proposé quelques-uns ici. C'est moi, je souhaite vraiment, c'est une entreprise que je veux absolument voir, c'est l'entreprise Y. Elle me plaît par rapport à l'actualité, par rapport à ses activités qu'elle propose, donc j'ai très envie de rencontrer un recruteur là. Alors même si à ce moment-là cette entreprise Y ne propose pas de fonction qui correspond à la vôtre, rien ne vous empêche justement de sauter sur l'occasion et de faire déjà un premier contact avec un recruteur de cette entreprise, de manière à ce qu'il puisse faire un suivi aussi de votre candidature. Donc ça, c'est un objectif. Ça peut être aussi un objectif, ça peut être m'exercer aux entretiens, voilà, aussi bien au niveau verbal, non verbal, ça on y reviendra, mais arriver à faire un pitch ou une explication de mon parcours de manière efficace. Alors, un autre élément, ça peut être, voilà, moi j'ai envie d'assister à cette conférence-là, ou encore, mon objectif, ça pourrait être de sortir avec 5 cartes de visite d'entreprises qui pourraient m'intéresser ou qui seraient intéressées par mon profil par après. Voilà, donc ça c'est extrêmement important, c'est de se fixer un objectif parce qu'il y a de fortes chances qu'en fin de salon, vous soyez satisfait s'il est atteint. Voilà, il y a déjà des personnes qui se sont fixées des objectifs apparemment avant d'aller à un salon de l'emploi. Est-ce que du coup, vous vous étiez fixé ce genre d'objectif? Vous pouvez nous répondre dans le chat directement. Mais donc déjà, bravo à vous, très bon réflexe de se fixer des objectifs. Oui, bravo, première étape réussie. Ok, donc première étape, c'est donc de visiter le site web du site officiel. Deuxième étape, c'est se définir des objectifs. Et troisième étape, c'est le fameux CV. Puisque, évidemment, qui dit salon d'emploi dit évidemment d'apporter des CV et des CV mis à jour.
Alors, ça vous semble peut-être évident, mais je peux vous assurer que parfois, il y a des personnes qui disent, voilà, j'ai fait une formation entre-temps, j'ai pas eu l'occasion ou le temps de refaire le CV. Donc déjà, bravo Olivier, si toi, tu es en train de remettre déjà un CV à jour aussi, c'est très important. Alors, il y a aussi un élément qui est important par rapport au CV. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez d'office mis une photo sur votre CV quand vous envoyez en réponse à une offre. Si c'est pas le cas, libre à vous. C'est vraiment, en général, vous décidez de dire est-ce que c'est important, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça correspond à ce que je veux d'avoir une photo sur mon CV. Si c'est pas le cas, si vous n'avez pas de photo aujourd'hui, en tout cas, pour un salon de l'emploi, il est important d'en mettre une. Alors pourquoi d'après vous? Tout simplement parce qu'il y a tellement de recruteurs et tellement surtout de candidats que le recruteur va voir qu'il est intéressant évidemment de mettre un visage sous votre nom. Si vous mettez une photo, pour rappel, évidemment, cette photo doit être aussi professionnelle. Donc, vous pouvez très bien faire une photo d'identité ou de type identité. Vous pouvez sourire et surtout souriez. Il faut que vous ayez l'air sympathique, évidemment. Mais en tout cas, au niveau du code vestimentaire, soyez professionnel. Donc, c'est-à-dire une photo avec une chemise toute simple, ce sera très, très bien. Voilà. Donc, la mise à jour du CV, au niveau des données, une photo, ça c'est important. Et alors, un troisième élément aussi, c'est que imaginons que vous allez à un salon de l'emploi, que vous allez rencontrer une entreprise X parce qu'elle vous propose justement une fonction qui correspond à votre profil et à ce que vous souhaitez. À ce moment-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que, en tout cas pour cette entreprise, pour cette rencontre spécifique, c'est que vous mettiez en évidence, donc en gras, sur votre CV, les éléments qui matchent entre votre profil, votre expérience et le profil recherché. De manière à ce que quand le recruteur a votre CV en main, eh bien très rapidement, ses yeux soient vraiment accrochés aux éléments qui sont importants pour l'entreprise. Olivier nous fait une petite remarque. Il dit que la photo n'est pas obligatoire. Très juste. Mais mettez-la sur votre carte de visite. Ou, petite idée, un QR code vers LinkedIn. Absolument. Bonne idée aussi. Et je pense qu'il s'en va. Bonne chance à toi aussi, Olivier, si tu dois quitter pour faire ton CV, évidemment. Alors oui, bien sûr, photo, pas photo, ça c'est pour ça que je dis c'est libre arbitre, c'est vous qui décidez. Cependant, un salon de l'emploi, c'est vraiment intéressant parce que si vous vous rappelez au bon souvenir du recruteur quelques jours après, eh bien, il a vu peut-être une centaine de candidats, d'où l'importance, en tout cas, dans ce contexte-là, d'avoir une photo lors d'un salon. Voilà, donc ça c'est le troisième élément de la préparation qui est essentiel, donc c'est de mettre votre CV à jour et de venir bien évidemment avec plusieurs CV avec vous, bien entendu. Manuel fait la remarque que la photo sur le CV pour un recrutement au Canada est plutôt mal vue. C'est vrai que selon les pays, la culture est différente. Par exemple, je sais qu'un CV au Canada, il doit être plus long aussi, je pense. Oui, alors même en France, les CV sont un peu différents. Donc merci en tout cas pour Manuel pour ton information. En effet, on parle ici évidemment principalement en Belgique, bien sûr, parce qu'il y a des spécificités. En Angleterre aussi, les CV très différents. Au Canada, en effet, la photo n'est absolument pas du tout désirée ou en tout cas souhaitée. Donc, et ici même en Belgique, j'insiste bien sur le fait que de manière générale, quand vous répondez à une offre qui est hors du salon, libre à vous, bien évidemment, de décider de mettre une photo ou pas une photo sur le CV. Karim nous demande une question sur la lettre de motivation. Tiens, une lettre de motivation à un salon, est-ce qu'on vient avec une lettre de motivation? Non, c'est vous en fait. C'est vous la lettre de motivation, c'est vous la motivation. Donc quelque part, je dirais que l'avantage d'un salon, il y en a de nombreux avantages, mais l'avantage principal, c'est aussi que vous êtes là. Donc que vous avez justement une possibilité de vous présenter en entreprise sans pour cela devoir passer par la case screening des CV et screening des lettres. Donc non, pas nécessairement. Par contre, si vous avez vraiment une envie profonde, je dirais, et un intérêt particulier pour une entreprise X ou Y que vous rencontrez là-bas, vous pouvez, pourquoi pas, laisser une lettre de motivation au recruteur qu'il aura l'occasion, pourquoi pas, de rencontrer, de prendre plus tard et de lire plus tard, mais c'est pas du tout nécessaire. C'est vraiment vous qui êtes là et c'est le plus important. Voilà, alors ça c'était le troisième élément. Oui, et justement, comment faire passer cette motivation en entretien? On en parle juste après avec ce elevator pitch. Oui.
Absolument. Donc ça, c'est le quatrième élément, c'est de préparer son entretien. Alors j'ai mis ici sur le document Elevator Pitch. Je ne sais pas si parmi vous, vous savez ce que c'est. Marilyn, elle le connaît très bien, l'Elevator Pitch. Mais voilà, qu'est-ce qu'un Elevator Pitch d'après vous? Qu'est-ce qui est important et comment préparer justement au niveau de l'entretien? Donc comment préparer son salon et comment préparer le court entretien que vous allez avoir avec les recruteurs. Alors très rapidement, Elevator Pitch, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent l'anglais, elevator, c'est quoi? C'est un ascenseur. Et donc, c'est une conversation d'ascenseur. Donc, ça veut dire que c'est répondre à la question, tiens, si je croisais Pauline, que j'ai plus vue depuis longtemps, de dire, tiens, Pauline, donc on est dans un ascenseur, qu'est-ce que tu deviens? Et donc, en quelques étages, c'est-à-dire en très peu de temps, eh bien, Pauline est censée, en tout cas, m'expliquer et me présenter très brièvement son activité professionnelle. Et c'est pas le tout de la présenter, c'est surtout que ce qui serait intéressant, c'est qu'elle suscite l'intérêt, mon intérêt. Donc en fait, quelque part, un elevator pitch, c'est un peu comme une bande d'annonce. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Voilà, ici on va se mettre en situation. Je vais me mettre en situation. Cécile sera la recruteuse et moi je serai une développeuse en recherche d'emploi. On dit pas recherche. On dit offreur de service. Offreur de service. Voilà. Donc, je vais faire un petit pitch et on va discuter ensemble autour de ce pitch, voir un peu ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc, on attend de vous que vous remarquiez les petites choses qui pourraient être améliorées. Donc, voilà. Préparer un petit quelque chose. Bonjour. Bonjour. Je viens vous voir parce que je suis développeuse. Et j'ai vu que vous étiez à la recherche de quelqu'un. Absolument. Donc me voilà. Pour me parler un peu de moi, j'ai une expérience de 4 ans là-dedans, dans une agence web. Et voilà, j'ai donc créé des sites web, développeur, créé des sites web. Et donc je suis ici pour ce job, parce que j'ai vu que vous cherchiez donc quelqu'un. D'accord. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'elle est convaincante, Pauline? Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas par rapport à son fameux elevator pitch? Voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires rapides par rapport à ça. Pas trop. On est d'accord, Félicien. Pas trop. Peut mieux faire. Pas assez d'assurance, oui. Bof, Nabil, absolument, bof. Elle ne s'est pas présentée, oui, c'est vrai. Pas assez spécifique, pas clair. Ok. Alors, qu'est-ce qui fonctionnerait bien d'après vous? On va jouer peut-être maintenant. On ne connaît pas son objectif. Si, c'est très bien. Très bonne remarque au final. Absolument. Très bonne remarque. De donner plus d'infos sur les compétences. Elle est mise en vrai. Ça, c'est quelqu'un qui la connaît, n'est-ce pas, Guy? Merci. J'apprécie. Marilyn, okay. Elle est belle, c'est déjà ça. Ok. Alors, Pauline, je me suffis à moi-même, en fait. Je ne devrais rien dire, en fait. Est-ce qu'on ferait un petit pitch un autre on s'essayerait à autre chose en tenant compte de vos remarques. Donc, objectif plus clair. Un objectif plus clair, plus engagé, on va essayer. Okay. On y va? On y va. Bonjour. Je suis Pauline Moulin. Je suis très, très, très contente de vous rencontrer. Je suis une jeune développeuse et j'ai vu que vous étiez à la recherche d'un profil similaire au mien pour rejoindre votre équipe. Donc, j'ai fait un bachelier en tant que développeuse et j'ai une expérience de 4 ans dans une agence web dans laquelle j'ai principalement développé mes compétences en CSS, en AngularJS, en HTML5. Alors, au cours de ce boulot, j'ai eu l'occasion de travailler sur des plus gros projets en équipe, ce qui m'a permis de développer mes compétences, mes soft skills en team player. D'accord. Et j'ai pu aussi comprendre, améliorer mes compétences dans le fait d'estimer le temps sur un projet. Alors aujourd'hui, je cherche à rejoindre une équipe dynamique et aussi qui travaille sur des projets créatifs, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et j'ai pu comprendre, en regardant un peu les projets que vous développiez, que vous étiez dans une dynamique assez créative. Absolument, tout à fait. C'est vraiment notre profil.
Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, est-ce que je vous ai déjà un peu plus convaincu ou pas du tout? Cécile, tu peux aussi dire ce que j'ai foiré. Oui. Alors, il y a des choses qui sont importantes, évidemment. Comme je vous disais, dans la préparation, ça c'est un élément essentiel, c'est de préparer son pitch, son elevator pitch. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vous disais par rapport à ça? Eh bien, c'est vraiment, en fait, une explication claire et très succincte de votre activité professionnelle pour susciter l'intérêt. Et comme je vous disais, en fait, on peut résumer un pitch en bande d'annonce. Vous savez que quand vous allez voir au cinéma, vous voyez une bande d'annonce, est-ce que ça vous donne envie ou pas d'aller voir le film? C'est exactement la même chose pour votre pitch. Est-ce que vous avez envie ou pas d'aller plus loin, de poser des questions à un candidat? Eh bien, ça dépend si le pitch est efficace ou pas. Pauline, tu peux passer au... Oui, je vais passer au slide suivant. Voilà, donc comment préparer son pitch? Qu'est-ce qu'un pitch? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à un pitch? Donc, une chose à savoir déjà, c'est qu'il faut passer par, je dirais, la phase papier-crayon. Donc déjà, dans un premier temps, c'est réfléchir, tiens, qu'est-ce que je pourrais dire de moi? Qu'est-ce qui est intéressant à dire? Qu'est-ce que j'ai envie, en fait, très rapidement, que le recruteur ou que mon interlocuteur sache de moi? 2-3 choses à savoir. Le timing est très court, donc c'est entre 30 et 60 secondes. Vous avez donc à peu près ce moment-là pour justement susciter ou pas l'intérêt du recruteur, sachant que, de manière générale, un adulte, il va prendre 8 secondes pour décider si votre discours, de manière générale, est intéressant ou pas. Donc, s'il va rester attentif à votre discours ou s'il va zapper. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les 4 C du pitch pour le construire. Donc, il doit être clair. Clair, dans le sens, voilà, est-ce que je suis efficace? Est-ce que je suis suffisamment clair que pour susciter l'intérêt et l'attention de mon interlocuteur? Concis, bien évidemment, puisqu'en 30 à 62 secondes, c'est très court. Donc, on doit aller à l'essentiel. Qui vous êtes, la manière dont vous travaillez, qu'est-ce que vous avez comme plus-value et qu'est-ce que vous recherchez? Alors, attention, en tant que demandeur d'emploi aujourd'hui, si vous l'êtes, d'abord, vous n'êtes pas demandeur d'emploi, vous êtes offreur de service. C'est réellement comme ça que le recruteur vous voit et que vous, au niveau de votre état d'esprit, vous pouvez aller, et je vous invite à aller au salon de l'emploi. Donc, ça veut dire quoi? C'est que, voilà, est-ce que je suis concis? Est-ce que je suis efficace? Et je vais pas rechercher, je cherche pas un job, je cherche à rejoindre une équipe, je cherche à participer à un projet, je cherche à mettre mes compétences au service d'une nouvelle équipe. Donc, c'est vraiment plutôt exprimer ça en termes vraiment de recherche. Donc, être concis. Être compréhensible aussi. Alors, pourquoi? Si on a vu qu'il y avait des profils marketing, il y avait des profils aussi IT, entre autres. Alors, pour les IT aussi, eh bien, c'est rendre votre discours et votre métier compréhensible pour tout le monde. Au salon de l'emploi, il y a principalement, au niveau des recruteurs, des profils RH. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas toujours des personnes qui savent ce que c'est du CESS, qui savent ce que c'est de l'AngularJS ou encore du Python. Donc, essayez d'être le plus compréhensible, universel, quand vous expliquez votre parcours. Donc, d'où l'élément compréhensible. Et le dernier élément, le 4e C, c'est la cohérence. Si, par exemple, votre projet est de rejoindre une entreprise avec des projets internationaux, eh bien, il faut bien sûr que vous puissiez parler anglais. Voilà, ça doit être cohérent par rapport à votre profil aussi. Donc ça, c'est les 4 C du pitch. Alors, un élément qui est essentiel aussi, je peux vous rassurer peut-être, c'est que le pitch, ça se travaille d'abord, et puis ça s'entraîne. On doit s'entraîner aussi. Vous allez voir que la première fois, ça va être un peu trop long, ça va peut-être pas être très intéressant. Donc, vous récoltez du feedback, entraînez-vous, récoltez du feedback, et c'est vraiment de cette manière-là que vous allez optimiser. Et la dernière chose, c'est parler avec intérêt et passion. Je ne sais pas ce que vous avez remarqué dans ce que Pauline a fait. Elle est plus précise. C'est beaucoup mieux, en effet. Voilà, c'est plus convaincant. Alors, c'est plus convaincant par quoi? Par son discours, certes, ses mots, mais également par la manière dont elle l'a dit. Et donc, ça, c'est le dernier point par rapport à un salon de l'emploi, c'est soigner votre apparence. Alors, l'apparence, elle est de différentes dimensions. Elle est d'abord, avant tout, puisque c'est la première chose qu'on va voir, c'est votre aspect physique, votre posture, c'est vos vêtements, les vêtements que vous portez, c'est le code vestimentaire. J'aurais pu mieux faire.
Tu aurais pu mieux faire, c'est vrai. Tu aurais pu mettre un chemisier. Alors, l'idée n'est pas d'être coincé ou autre, c'est vraiment d'avoir un code vestimentaire adéquat pour un entretien. Vous êtes réellement dans un entretien. Donc, ça veut dire quoi? Pour les hommes, la cravate, en général, maintenant, on laisse tomber, sauf dans certains domaines d'activité, mais pour un job day, c'est très bien. Donc, une chemise classique, repassée. Peut-être que ça vous fait rire, mais il y en a, j'ai déjà vu des personnes qui n'avaient pas de chemise repassée. Un pull classique ou un veston, en fonction de vos affinités, et bien évidemment, un pantalon de ville. Et chaussures de ville, pas des baskets, bien évidemment. Est-ce que il y a souvent la question, voilà, je travaille dans un domaine créatif, est-ce que je montre ma créativité aussi dans ma manière de m'habiller Alors, bien sûr, donc c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de très créatif et que vous adressez à une agence de publicité, par exemple, vous pourriez le faire. Néanmoins, en général, le protocole, quelque part, dit c'est être un petit peu, je dirais, plus casual, plus classique que d'ordinaire. Donc, ça veut dire aussi que par rapport aux accessoires, moi j'appelle ça accessoires, donc piercing, boucle d'oreille un petit peu particulière, voilà, lunettes flashy, tout ça est très bien, mais évidemment peut-être pas en adéquation. Voilà ce que par exemple Pauline met là maintenant, c'est ok, c'est une touche très originale certes, mais je ne sais pas si ça passera. En tout cas, lors du recrutement, on se souviendra d'elle, ça c'est certain. Voilà. Donc l'apparence, absolument. L'apparence est très importante, ça c'est un élément important. Donc soignez-le jusqu'au bout des ongles. Et c'est pas du tout du hasard ce que je vous dis, c'est que ayez aussi les mains propres, veillez à ce que vos ongles soient coupés, que ce soit vraiment une première impression qui soit vraiment importante et positive. Alors ça c'est simplement déjà ce qu'on voit, l'aspect de ce qu'on voit ici, de ce qu'on appelle la communication non verbale. Dans la communication non verbale, il y a d'autres choses aussi qui sont essentielles lorsque on se présente. C'est donc le code vestimentaire, on a parlé, mais c'est les gestes aussi. Voilà. Donc et le regard. Est-ce que vous regardez le recruteur dans les yeux? Est-ce que vous êtes plutôt parti à droite et à gauche? Est-ce que vous mettez du dynamisme par les gestes aussi, sans en faire trop? Voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont essentiels. Il faut avoir un petit côté italien. Non, pas trop, non plus. C'est-à-dire que, en effet, si quelqu'un, par exemple, a une voix, et je vais revenir à la voix, un petit peu monocorde et a tendance à le faire, c'est votre naturel. Mais alors, du coup, vous pouvez mettre justement de la gestuelle pour dynamiser votre discours. Alors, je viens d'en parler, la voix, elle est essentielle aussi, elle fait partie aussi du langage non verbal. Donc, la voix, c'est quoi? C'est l'intonation. Donc, je vais mettre du rythme, je vais pas parler de manière monotone. C'est le débit. Est-ce que je parle très très vite ou au contraire je parle très lentement? C'est la respiration. Voilà, quelqu'un qui est stressé parfois a tendance à ne pas respirer ou peu. Et puis c'est aussi les silences que vous pourriez laisser lors de votre intervention. Ça, c'est vraiment l'aspect non verbal qui est essentiel de soigner lors d'un entretien de manière générale et qui plus est encore lors d'un job ITD parce que le moment le face à face que vous avez avec le recruteur est très court. Et justement, est-ce que vous savez un petit peu l'importance du non-verbal dans la communication? On sait qu'elle est très importante, mais à quel point? Je vous ai mis un petit sondage, vous pouvez aller choisir la bonne réponse, j'espère pour vous. Quelle est l'importance du non-verbal dans la communication? 25%, c'est 25% du message, c'est 52% du message, c'est 93% du message. Alors oui, en attendant les réponses aussi, donc je vous ai pas dit donc le verbal, c'est quoi? Comme vous le notez, comme vous le voyez, c'est le choix des vocabulaires et la syntaxe. Voilà, tout simplement. Donc ça fait partie du langage verbal. Ça se dessine? Ça se dessine. Vous êtes moitié-moitié. Plutôt 60% pour la réponse numéro 2. Vous êtes 6 personnes à répondre pour la réponse numéro 2, 52% du message. Et 4 personnes pour la réponse numéro 3, 93% du message. Et la bonne réponse est, eh bien, en effet, c'est 93% du message qu'un être humain transmet. Je parle bien ici dans un contexte occidental. Et quel que soit le contexte, que ce soit un job ITD, que ce soit un entretien, que ce soit une discussion entre amis ou encore vous parlez avec vos enfants, eh bien, on transmet un message 93% par notre gestuelle, par le ton de voix, par le rythme de voix, par le code vestimentaire, tout ça. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais donc, c'est du coup extrêmement intéressant et important d'en prendre compte lors des entretiens. Oui, c'est énorme en fait. C'est énorme. C'est énorme. Il faut vraiment pouvoir gérer
gérer son stress aussi également. Absolument. Les mains moites. Oui, alors un petit truc pour les mains moites, parce que c'est vrai que la poignée de main, elle est très importante lors des entretiens. Elle était déjà un peu moite. Non. Non, ça va. Voilà, bonjour. Donc la poignée de main, elle donne déjà aussi, donc d'abord l'aspect vestimentaire, etc., votre posture également, et puis la poignée de main, elle dit beaucoup de vous. Donc le principe, c'est quoi? C'est soyez attentif et conscient de votre poignée de main. Elle doit être brève et ferme. Et même pour les femmes, rassurez-vous, vous n'allez pas nous blesser. Donc voilà, donc les femmes entre elles doivent aussi se donner une poignée de main ferme. Et puis donc voilà, c'est super important puisque ça donne aussi une première impression de vous. Geoffroy remarque, en fait, on peut raconter n'importe quoi tant que ça sonne bien. Oui, et alors Frédéric dit aussi quelque chose, la voix ne fait pas partie en effet du verbal, du non-verbal, mais bien du para-verbal. Assez juste, mais donc voilà, c'est un élément en tout cas qui va donner une information extrêmement importante. Si le candidat parle comme ça, n'est pas très motivé, on va le ressentir tout de suite. Voilà, donc la poignée de main est aussi quelque chose de très très important. Alors, par rapport au stress aussi, tu disais... Le stress, c'est quoi? Oui, les mains moites. Les mains moites. Alors, tout simplement, peut-être discrètement, avant de rencontrer le recruteur, frotter un petit peu les mains discrètement sur un pantalon, sur une veste, avant de serrer la main. Et alors, un dernier élément aussi par rapport au stress, on sait que l'être humain, en fait, le stress est lié à l'émotion de la peur, peut avoir peur pour plusieurs raisons, mais entre autres, le stress est dû aussi à l'inconnu. Donc, ça veut dire à l'information manquante. Donc, concrètement, par rapport à un salon, ou un entretien, plus vous allez préparer, en gardant de la spontanéité aussi, mais plus vous allez être préparé avec des bons objectifs, votre pitch, qui vous aide, des questions pertinentes, plus vous allez, moins le stress va être présent. Donc le stress va diminuer. Donc c'est ça qui est intéressant. Je vais là, je suis prêt, j'ai un objectif, je suis plus sûr de moi. D'où l'importance de ce webinaire. D'où l'importance de ce webinaire, absolument. Ensuite. Voilà, donc ça c'était pour la préparation, donc les 5 points de la préparation. Et puis ensuite, voilà, le jour J est là, entre autres le 23 novembre prochain, le Job Day. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? 2-3 petites astuces par rapport à ça. La première, c'est arriver tôt. Soyez là à l'heure. Alors, à l'heure, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire nécessairement, on vous a peut-être fixé un rendez-vous, alors bien évidemment, soyez à l'heure du rendez-vous auprès de recruteurs. Sinon, tout simplement, mais arriver le plus tôt possible, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, le recruteur est frais, vous êtes frais aussi. Il n'y a pas eu une journée donc, où on a vu des tas de candidats, etc. Et puis, un élément aussi important, c'est qu'en fin de journée, si vous décidez de venir vers 3-4 heures, le recruteur aura aussi peut-être déjà des CV intéressants, il aura rencontré des profils intéressants et risquerait peut-être de prendre un petit peu moins d'attention avec votre propre profil. Donc, arrivez tôt pour ça, c'est important. Alors, un deuxième élément, c'est, OK, alors il y a, en effet, si vous avez déjà assisté à un salon, parfois, si on veut rencontrer telle ou telle société ou recruteur, l'attente peut être longue dans la file d'attente. Alors, est-ce que vous profitez de la file d'attente pour faire quelque chose? Pauline? Pour stresser. Pour stresser, ok. Alors déjà, ça, c'est possible, c'est tout à fait possible. Donc, si vous stressez par rapport à ça, eh bien, écoutez, moi, je vous conseille un truc qui est super efficace, c'est la respiration. C'est définitivement efficace. Donc, bien respirer et surtout lâcher prise aussi. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez vous évader vers quelque chose, c'est-à-dire, voilà, quel serait vraiment un endroit où je me sentirais à l'aise, plein de quiétude, serein. Et vous pouvez, au fur et à mesure, vous concentrer sur cet endroit. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, et lâcher prise par rapport à ça. Ça, c'est déjà un premier élément. Mais surtout, ce à quoi on ne pense pas non plus, c'est que dans la file d'attente, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. C'est observer. Observez ce qui se passe. Observez justement l'interlocuteur que vous allez avoir en face de vous dans quelques minutes, c'est-à-dire le recruteur. Comment est-ce qu'il est? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt souriant, avenant, bienveillant? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup? Ou au contraire, est-ce qu'il est à l'écoute principalement? Il note beaucoup, il est à l'écoute. Et aussi, ou au contraire, un peu froid, fermé. Et comme ça, vous savez déjà, vous avez une information qui peut être pertinente et vous pouvez savoir, quelque part, un petit peu, ce que vous pouvez faire ou quel comportement vous pourriez adopter d'emblée avec ce recruteur. On voit aussi, encore à ce moment-là, l'importance du non-verbal. C'est observer, voir ce qu'il fait, comment il est, Absolument. qu'il est stressé aussi. Absolument. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est que vous avez un moment
qui peut être, au lieu de dire qu'est-ce que je fais, c'est voilà pas intéressant, etc., vous avez justement un bon moment où vous pouvez utiliser des informations que vous pourriez que vous pouvez justement utiliser pour être encore plus efficace lorsque vous rencontrerez directement le recruteur. Voilà, votre tour arrive. C'est votre tour de rencontrer cette fois-ci le recruteur, la rencontre. La poignée de main, on en a parlé, elle est essentielle. Alors, en général, on compte 4-5 minutes par candidat lors d'un salon d'emploi. Donc, c'est très peu. C'est très peu. Très, très rapide. Oui. D'où l'importance de l'accroche. Voilà. Donc, en fonction de votre objectif aussi, vous allez accrocher le recruteur différemment. Déjà, la poignée de main, un sourire, bien évidemment. Si votre objectif était de rencontrer l'entreprise X ou Y alors qu'il n'y a peut-être pas d'offre qui correspond à votre profil, mais c'est de dire, voilà, moi je suis très content de vous rencontrer parce que c'est une entreprise où vous êtes, donc X, est une entreprise, on va dire, je sais pas moi, Philippol, pour citer n'importe quoi comme nom, est une entreprise que j'ai vraiment envie de rejoindre depuis très longtemps et expliquer pourquoi. Et puis brièvement votre parcours. Ou encore de dire, voilà, moi je suis très contente parce que justement, j'ai vu une offre qui correspond à mon profil et je suis vraiment heureuse de pouvoir, donc d'avoir l'occasion d'en discuter avec vous aujourd'hui. Donc en fait, c'est montrer son intérêt aussi pour l'entreprise, pour rentrer dans l'équipe, oui, reprendre tout à fait. Du début. Et pour ça, encore une fois, il faut évidemment bien se préparer, bien aller voir ce que fait l'entreprise, ses projets, visiter leur site internet. Donc, voilà. Alors, je crois qu'il y a un slide encore que tu peux passer si tu veux bien, Pauline. Oui. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. 4 à 5 minutes, c'est très, très court. Donc, d'autant plus important d'avoir un pitch efficace, court, bref et précis. Alors, je vous disais donc l'accroche en fonction de l'objectif, la raison pour laquelle vous êtes là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et alors, je pense, oui, il y avait aussi, c'est important aussi, c'est de pouvoir écouter aussi, donc pitcher bien évidemment, et puis écouter votre interlocuteur aussi, ne pas faire que parler. C'est aussi donc pouvoir écouter s'il y a des questions à vous poser ou autre, et bien entendre, écouter bien répondre à la question. Et ensuite, terminer en posant aussi quelques questions pertinentes, 1 à 2, parce que c'est très court, évidemment, mais donc pertinentes. J'entends bien pertinente, évidemment, pas poser n'importe quoi. Et justement, il y a Romain qui nous posait une question, je lui ai dit qu'on allait en parler. Oui. Dans ce genre d'entretien, est-ce que dans les questions pertinentes, on pourrait parler justement du salaire, d'argent, d'avantages? Ah non. Non. Non, Romain, non. Non, justement, c'est vrai que la question du salaire, ce qu'on a envie de savoir d'abord, ce qu'un recruteur doit vraiment ressentir d'un candidat, c'est sa motivation par rapport à la fonction, par rapport au job, et pas la première motivation financière. On est bien d'accord que ça fait partie des motivations, mais c'est pas la première. C'est réellement ce qui va faire la différence avec d'autres candidats. S'il y a une personne très rapidement parle d'argent, on va dire ok. Quid du job, est-ce qu'elle se projette dans la fonction, etc., plutôt que dans son salaire. Donc, surtout pas. Et de manière générale, même un entretien par après, attendez toujours que ce soit le recruteur qui aborde cette question. Ok. Alors, mais qu'est-ce que vous pourriez poser, par contre, comme question pertinente, parce que je parlais de pertinence. Moi, ce que je vous propose ici, donc tout ce que je vous propose ici, Pauline, il y avait aussi un petit slide si tu veux bien. C'est quelques questions. Donc déjà, par exemple, une question, c'est tiens, voilà, si vous répondez à une offre spécifique, eh bien, de poser la question à un recruteur, quels sont finalement les 3 points forts, les 3 points les plus importants, les 3 qualités les plus importantes d'après vous pour cette fonction. Comme ça, vous avez une information et vous pourriez justement revenir et jongler et justement argumenter sur éventuellement ces points forts que vous auriez. Ça peut être aussi sur quel type de projet vous travaillez actuellement. Ça peut être aussi si vous êtes quelqu'un qui avait besoin pour être motivé de reconnaissance, de dire est-ce que vous donnez du feedback à vos collaborateurs, sous quelle forme? Est-ce que c'est plutôt en face to face, en entretien individuel? Est-ce que c'est avec l'équipe? Est-ce que c'est par un team building? Voilà, donc ça c'est des éléments qui peuvent être intéressants aussi. Et aussi, pourquoi pas, entre autres, à quoi ressemble une journée type à ce poste-là, parce que même pour une même fonction, d'une entreprise à l'autre, c'est une donnée qui peut changer. Voilà. Alors, il y avait aussi, je pense, une question par rapport oui, est-ce que tous les à la langue. Oui, tous les entretiens vont-ils se faire en français? Je suppose que tu parles, Karim, là, pour le job ITD? Oui, Equated Need.
hein, Marilyn. Oui, alors bien évidemment, si vous répondez à une offre d'emploi et qu'il est spécifié sur cette offre qu'il y a une connaissance linguistique à avoir, entraînez-vous bien évidemment dans la préparation à parler, à switcher d'une langue à une autre, bien évidemment. Est-ce que c'est bien de proposer directement au recruteur « Ah, on peut continuer en anglais ?» Non, alors Non. dans l'absolu, moi je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que même si c'est une discussion entre adultes, bien évidemment, en face à face, c'est quand même le recruteur qui a la main dans l'entretien. Donc attendez que le recruteur vous propose. Parce que si vous faites ça, eh bien, vous risquez de donner l'impression que vous prenez le lead. Et voilà, ce qui est bien en soi, mais pas pendant le recrutement. Donc, ce qui est bien, c'est quand même d'aller voir si l'entreprise qui vous intéresse a des clients anglophones, a des projets où s'ils parlent déjà en anglais sur leur site. Absolument. Là, évidemment, il faut... Il y a de fortes, voilà. Il faut se préparer. Il y a de fortes chances qu'en effet... Et pourquoi pas préparer aussi son CV en anglais également. Ah bien sûr, si vous maîtrisez, c'est une langue que vous maîtrisez bien, et par exemple, je pense à l'IT principalement, si vous maîtrisez l'anglais, surtout faire un CV en anglais. C'est la langue véhiculaire du secteur d'activité, donc ça oui. Maintenant, switcher d'une langue à l'autre, c'est vrai que c'est très important parce que finalement, l'objectif du recruteur, c'est d'abord de voir, de détecter quels sont les bons candidats à accueillir et donc à revoir par la suite. Donc, il est clair que les langues, si c'est important pour l'entreprise, va être un des éléments qu'on va vérifier. Donc voilà, on va vérifier la pertinence de la connaissance linguistique pendant le job IT ou pendant le salon. Il y a une autre question de Nabil. Peut-on aborder une possibilité de stage et comment amener cette possibilité si c'est bien vu de le voir pendant un premier entretien, je suppose. Alors, si les entreprises sont là, c'est en effet soit parce qu'elles cherchent un nouveau collaborateur, mais ça peut être intéressant en effet de proposer un stage. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas présenter et proposer un stage pour un stage, mais c'est plutôt transformer ce stage en opportunité de collaboration, de test de collaboration. De dire, ben voilà, moi j'ai la possibilité, l'opportunité de vous offrir 6 semaines, 8 semaines, 3 mois, voilà, donc mes compétences pendant ce laps de temps, de manière tout à fait gratuite, sous forme d'un stage. Pourquoi pas commencer justement notre collaboration avec une période d'essai, je dirais, de type stage. Voilà. Ce serait plutôt vendre ça, comme opportunité, plutôt que de dire je vais faire un stage pour un stage. D'accord ? Nabil, du coup, ça répond, je pense, plutôt bien à votre question. Et si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Alors, moi, je vais continuer pendant ce temps-là, puisque je vous disais, donc, pendant le salon, 3 éléments, donc, c'est-à-dire arriver tôt, c'est-à-dire observer ce qui se passe pendant votre temps d'attente, surtout quel est, quelque part, le comportement du recruteur et quel est le comportement adéquat que moi, je pourrais avoir et dont je pourrais m'adapter. Et puis, le 3e élément, c'est l'entretien en tant que tel. Voilà, donc, en étant efficace, court, accroche efficace et questions pertinentes. Alors, la sortie... ce réflexe de carte de visite. Ne quittez jamais un recruteur sans avoir, bien évidemment, ses coordonnées en main par après. Okay. Voilà, et après, justement... Qu'est-ce qu'on fait après un salon de l'emploi ? Vous étiez plusieurs à nous dire que vous avez déjà participé à des salons de l'emploi. Qu'est-ce que vous avez fait après votre salon de l'emploi ? Et est-ce que vous faites quelque chose ? Déjà. Alors ça, je ne sais pas. Marilyn a été coupée. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ? On peut répéter peut-être la dernière question, si ça a été le cas de tout le monde. Alors, la question, c'était, voilà, est-ce que, après Quid, donc vous avez fait un salon de l'emploi, vous avez, j'espère pour vous, été satisfait parce que vous aviez des objectifs. Et donc, c'est ça aussi le principe, c'est que quand on a des objectifs, en général, on sort de là content, satisfait par rapport au fait que ils ont été remplis, en général. Et puis après, qu'est-ce que vous faites, concrètement ? Je vois qu'il y a des petits problèmes techniques. Si vous aviez des soucis de vidéo, il ne faut pas hésiter à rafraîchir la page, appuyer sur F5 et voir si ça fonctionne. On va peut-être attendre 2 secondes. Merci. Oui, il ne faut pas hésiter. C'est revenu, tout est OK. Et donc, vous posiez la question aussi, vous, qu'est-ce que vous avez fait après votre salon de l'emploi ? Je sais qu'il y en a plusieurs. Est-ce que vous faites quelque chose déjà ? Voilà.
vous quittez, vous êtes content de vous, je l'espère en tout cas. Vous avez bien préparé, donc vous serez content de vous. Et puis qu'est-ce que vous faites après? À part aller peut-être boire un verre avec des amis en disant voilà, ça c'est fait, on est content de nous. Est-ce que vous avez un suivi par après? Alors, c'est revenu. Oui, c'est revenu. N'hésitez pas à dire si vous avez des soucis. Alors, je ne sais pas ici. C'est vrai que boire un verre, c'est une bonne idée. Ah ben oui, alors ça c'est un élément qui est très important de manière générale, c'est que quand vous faites quelque chose, surtout si c'est pour vous un peu inconfortable, c'est pas un exercice que vous avez l'habitude de faire ou avec lequel vous êtes confortable, eh bien c'est ce que j'appelle, c'est boucler la boucle de la réussite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de dire ok, je serai satisfait de moi, je serai content de moi. J'aurais bien préparé, j'aurais fait ce que je devais faire, donc mon objectif est atteint, et donc du coup je fête. Alors fêter, ça peut être, il faut pas s'abrer une bouteille de champagne nécessairement, ça peut être tiens, ben moi je vais aller faire un jogging parce que c'est quelque chose que j'aime bien, je vais me ressourcer, je vais aller au cinéma avec une amie, voilà. Donc pensez vraiment à quelque chose que vous allez faire après. Pour vous féliciter quelque part, parce que c'est très très bon aussi pour le moral et pour la confiance en soi. Ça, c'est vraiment un élément important. Je vois qu'il y a 2-3 personnes qui ont répondu. Geoffroy, il envoie un email avec son bon feedback, réflexe, très bon réflexe. son feedback. Donc là, c'est un peu un feedback. On envoie un email aux entreprises pour leur dire j'étais très intéressée. Voilà, tout à fait. On envoie une lettre de motivation, un CV. Non, alors vraiment, ça c'est un élément qui est vraiment, c'est un très très bon suivi et c'est vraiment un bon réflexe. C'est que surtout si vous avez lors d'un salon eu l'occasion de rencontrer un recruteur ou une entreprise, vous dites ça c'est vraiment un job pour moi. Surtout faites un suivi. Alors déjà, n'attendez pas quelques jours, vraiment parler, je vais pas dire avec votre rythme, mais réfléchissez, annotez sur un papier ce que vous avez retenu de cette rencontre-là. Ah ben Vinciane a justement noté ça, noter ce qui s'est passé après le salon de l'emploi. C'est vrai que donc, du coup, c'est vrai que c'est une très bonne idée de noter ce qui s'est passé, les entreprises qui vous ont plu. Le feedback si vous avez par eu un rapport bon au recruteur, bien sûr, oui, voilà. C'est ça, le feeling par rapport au recruteur. Et donc, si vraiment c'est quelque chose, vous ne voulez pas louper le coche par rapport à un entretien ou par rapport à une fonction, eh bien, envoyez dès le lendemain un mail très court en disant, voilà, je vous remercie, donc j'étais vraiment... Pas je vous remercie, parce que quelque part, il est là pour ça aussi. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous dire encore à quel point j'étais très heureuse de vous rencontrer ou ravie de vous rencontrer. Et je retiens principalement ça et c'est notre entretien, ou de dire, voilà, et le fait de vous avoir rencontré, mais je me sens encore plus enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe pour telle et telle et telle raison. Alors, ça peut être une raison, je dirais, d'ordre de connaissances, techniques ou autres, aussi de soft skills, et puis aussi d'ambiance, de valeurs, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, donc, il y a 3 choses, je dirais, qu'on peut faire après un salon d'emploi. C'est donc déjà avoir le réflexe LinkedIn, entre autres, donc réseaux sociaux. Bien voilà, je ressors avec des cartes de visite. Et bien, dès le lendemain, très rapidement, vous invitez les recruteurs que vous avez rencontrés donc sur votre profil, de manière à ce que rapidement, ils fassent aussi la connexion par rapport au contexte dans lequel ils vous a rencontré. Il y a une question de Nabil qui demande est-ce qu'on peut demander une adresse email pour les recontacter? Oui, bien sûr. Demander leur carte de absolument, visite. Absolument, donc c'est ça. Directement leur carte de visite. Ou même, on peut trouver l'adresse email sur le site internet. Mais je dirais même, donc, de toute façon, prendre la carte de visite, donc ça, c'est vraiment, à la limite, ça doit faire partie de vos objectifs. C'est de toute façon ressortir avec des cartes de visite de recruteurs ou d'entreprises qui vous intéressent. Ça, c'est vraiment important. Et bien sûr, vous avez l'occasion aussi, en live, je dirais en face à face, de poser la question, de dire, voilà, est-ce que je pourrais avoir votre adresse email si j'ai d'autres questions. OK? Moi, j'avais une question aussi. Est-ce que c'est bienvenu de les appeler? Dans un premier temps, non. Je dirais que voilà, ça peut être intéressant d'abord donc d'envoyer un email, donc en disant voilà, je retiens principalement ça, donc faire un suivi. Par contre, c'est vrai que si vous n'avez pas, par exemple pas de retour alors que vous avez envoyé un email et que la fonction ou l'entreprise vous intéresse vraiment, alors rappelez. Bien sûr. Donc, ne harcelez pas, mais c'est important et c'est intéressant de rappeler également. Bien sûr, ça c'est tout à fait possible, mais pas trop vite. Attendez d'abord quelques jours. Donc, le principe, c'est quoi? LinkedIn, c'est le lendemain, ou plus tard. Alors, ce qui est intéressant à faire aussi, c'est une auto-évaluation.
Donc, je pense que c'est Vincent qui disait ça. Mais notez ce qui s'est passé et puis aussi, prenez du feedback. Tiens, ça a été. Là, je trouve que j'ai pas été performant. Là, je trouve que mon pitch n'a pas été très clair, visiblement, de ce que je retiens, de ce que le recruteur m'a dit. Ou encore, attention, mon non-verbal, j'étais beaucoup trop nerveux et j'ai parlé trop vite. Voilà. Et la troisième chose, c'est bien sûr faire le suivi de toutes vos candidatures. D'abord par mail. Les remerciements, Karine disait justement ça, envoyer un remerciement pour le temps accordé et montrer qu'on est disponible pour une éventuelle offre qui correspondrait à son profil. Tout à fait. Alors, n'hésitez pas non plus à renvoyer, même si c'est un petit peu redondant, mais à renvoyer votre CV en disant, voilà, pour rappel, je vous renvoie donc ici en pièce jointe parce qu'il a la version papier, mais c'est intéressant aussi, bien évidemment, qu'il le garde bien précieusement, sous une autre version aussi. Moi, j'ajouterais LinkedIn. C'est bien, mais on peut aussi ajouter l'entreprise sur Facebook, liker la page de l'entreprise. C'est aussi pour montrer, ils vont peut-être voir que vous avez liké la page, que vous êtes sur LinkedIn, et ils vont voir votre visage, ils vont s'habituer à votre visage et se rappeler de vous. Très bon réflexe. Soyez partout, en fait, sur le site. Dès que vous avez un intérêt pour l'entreprise, soyez vraiment partout. Du coup, soignez aussi votre profil personnel sur Facebook. Absolument. Et sur LinkedIn aussi. Sur LinkedIn, encore plus, mais sur Facebook, on n'y pense pas spécialement. Avoir un profil un peu plus même un peu professionnel, même s'il y a toujours du perso Tout à fait. sur Facebook. Donc voilà, donc ça, je dirais que c'est vraiment les 3 points essentiels du suivi. Et de manière générale, il y a 3 éléments importants. C'est la préparation, elle est primordiale. Soignez votre code vestimentaire, soignez aussi votre pitch et soignez la manière dont vous allez le faire. Donc, vous pouvez aussi vous exercer avec un conjoint, avec un ami, demander du feedback. Tiens, est-ce que je parle de manière claire? Est-ce que je suis assez claire par rapport à ce que je veux, etc. Et puis, pendant l'entretien, être là, être présent, être enthousiaste. Puis, être confiant, bien sûr, tout à fait. Vous êtes préparé. Vous savez où vous allez, vous savez quelles entreprises seront là. Voilà, alors... Il y a un écho. Bizarre, ça. Ok. J'espère que c'est plus clair maintenant pour toi, Vinciane. Je voulais aussi rebondir sur ce que Polly disait maintenant par rapport au fait d'être confiant et de s'être préparé. Donc, vous avez reçu du feedback, etc., par rapport à des personnes avec lesquelles vous êtes exercé aussi. Ce qui est important, c'est que si justement il y a, si vous avez un enjeu particulier parce que vous voulez absolument justement rencontrer l'entreprise Paperbomb et qu'elle est là au salon, ce qui peut être intéressant, c'est d'abord d'aller voir d'autres recruteurs avant pour vous faire un peu la main, justement, pour prendre de plus en plus confiance et pour ensuite, peut-être un petit peu plus tard, aller voir Paperbomb. Peut-être pas les premiers, de manière à vous exercer et acquérir vraiment de la confiance, encore plus de confiance dans votre pitch et dans votre communication non verbale. Donc, exercez-vous, allez voir d'autres personnes pour ensuite aller à celui qui est le plus important pour vous en termes d'enjeux. Voilà, donc je pense qu'on a en tout cas résumé. Je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques encore par rapport à la réussite et à la préparation d'un salon d'un job day. On vous a remis un petit peu le menu du jour, tout ce qu'on a parlé, la préparation pendant le salon et surtout dans tout est important. Les 3 étapes sont importantes. Absolument. Le suivi. Donc si vous avez des questions, on est là encore pour répondre à vos interrogations. Ça peut être plus spécifique si bien sûr, tout à fait. Ça peut être lié à votre profil. Ou encore à une expérience que vous avez eue et une optimisation de ce que vous pourriez faire par rapport à ça. Donc tout est bon par rapport aux questions. Tout est bon dans le cochon. J'ai pensé aussi. J'ai pas dit. Des choses qu'on ne peut pas dire devant la caméra. Oups. En tout cas, emmagasiner des outils efficaces pour la suite et pour votre prochain job day. Est-ce que tu as des anecdotes marrantes sur des entretiens où tu oui, déjà, bien sûr. Donc, des candidats qui viennent sans CV, ça donne vraiment l'impression de dire, tiens, j'ai vu la lumière, je suis passé, vous avez un CV, non.
non, je n'ai pas de CV avec moi. Ou encore des personnes qui viennent. Alors, j'ai eu aussi une personne qui est venue avec son enfant. Alors, je peux comprendre que c'est pas toujours évident de trouver une solution, mais c'est vrai que voilà, c'est un moment à vous professionnel et ça vaut vraiment la peine évidemment de mettre tout de votre côté pour être efficace, ne pas venir avec la grand-mère, le chien ou avec l'enfant, bien évidemment. Voilà. Je pourrais en dire des tas, mais maintenant je pense que je vais plutôt ne pas vous influencer dans le mauvais sens, mais plutôt maintenant que vous avez les bons outils, aller dans ce sens-là en tout cas. C'est ça qui est le plus important. Plusieurs personnes sont en train d'écrire, donc peut-être qu'il y aura des questions. On va attendre un petit peu. Il est important de... Donc Karine nous pose une question. Il est important de se renseigner sur l'entreprise, mais dans un salon, c'est plus compliqué. Tu veux dire quoi par c'est plus compliqué du coup? Par exemple, au Job ID, je sais qu'il y a sur le site internet, je vais vous le remettre. Sur le site, oui, il y a sur toutes le les... site internet, il y a les entreprises. Il y a tous les... Oui, absolument. Voilà, vous pouvez du coup aller voir chaque entreprise leur propre site internet. Et puis, si jamais vous rencontrez d'autres entreprises, vous dites « Ah tiens, ça, je n'avais pas pensé à aller voir ». Oui. Vous avez votre smartphone, il y a une connexion Internet ici à Absolument. Technofuturtique. Vous pouvez aller voir aussi le jour même, pendant que vous attendez dans la file. Alors, je dirais que c'est pas plus compliqué par rapport à un salon, si par rapport à une réponse à une offre d'emploi ou encore une entreprise qui vous intéresse, c'est un peu plus long, puisque c'est vrai qu'il y a plusieurs exposants, contrairement à une entreprise que vous auriez envie de cibler. C'est plus long, ça prend du temps, c'est vrai qu'il faut surfer sur plusieurs entreprises, mais c'est pas plus compliqué en soi, et comme tu dis très justement, en général, maintenant, on a du réseau partout. Donc, c'est intéressant, plutôt que de dire, tiens, celle-là, je la connais pas, je vais aller voir. C'est vrai que prenez un petit temps avant pour aller voir en effet sur votre smartphone, tiens, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser là, et surtout aussi, qu'est-ce que je pourrais leur offrir. Voilà, pourquoi est-ce que je suis ici à faire la file dans cette entreprise-là? Et de noter 2-3 éléments, puisque ça va être très court, mais ça peut être intéressant. Faites cet exercice-là avant. Ne loupez pas le coche. Vinciane nous pose la question, quand on nous demande pourquoi vous, toi, pourquoi moi, et pourquoi les qualités, et pourquoi oui et pourquoi pas, donc pourquoi pas vous, quelles sont nos qualités, qu'est-ce qu'on doit répondre? Du coup, je pense que c'est ça ta question, qu'est-ce qu'on doit répondre par rapport aux qualités, parce que c'est vrai qu'il y a on a tendance à donner des qualités un peu bateau, peut-être. Oui, mais donc, moi, ce que je partirais sur le principe alors, en général, c'est pas le lieu et l'endroit où on va, en principe, vous poser ces questions-là, puisque c'est très, très court, donc on doit aussi avoir l'idée de votre parcours, etc. Mais néanmoins, si c'était le cas, si on vous pose ces questions-là, le principe, en général, c'est en tout cas de citer 2 qualités professionnelles, vraiment liées à une fonction, et puis une qualité, je dirais, vraiment plus personnelle à vous, sur votre personnalité. Donc, ne citez pas, je suis sociable, je suis enthousiaste et empathique. Il doit vraiment y avoir quand même des liens par rapport à votre expérience professionnelle. Donc, et de dire je suis. Donc vraiment, appropriez-vous la qualité. Donc voilà, pour faire bref, parce qu'on pourrait en parler pendant 20 minutes, des qualités, des points d'amélioration. Et alors, par contre, pourquoi vous? Moi, je crois que c'est pour moi la question la plus difficile à laquelle répondre à un entretien. Donc ne dites pas parce que je suis motivée ou encore parce que j'ai les compétences. Si vous êtes là, c'est que, en tout cas à première vue, sur papier, sur votre CV, vous avez en effet les compétences. Et motivé, on l'espère. Moi, un jour, j'ai posé la question aux recruteurs, pourquoi vous choisirez quelqu'un d'autre plutôt que moi? Donc, j'ai retourné la question. Bon, voilà. C'est osé, c'est pas mal. Il faut avoir les arguments. Après, oui, voilà. C'est aussi qu'est-ce qu'ils attendent quand vous posez les questions, de qu'est-ce qu'ils attendent comme compétences, comme qualité. Absolument. Voilà, c'est aussi les retourner dans vos qualités pour que ça colle. Et aussi avoir une histoire derrière cette qualité. C'est pas dire je suis absolument. Je suis sympa, mais voilà, et donc donner en effet des exemples très très concrets, de dire par exemple voilà, je suis quelqu'un de structuré, eh bien par exemple, et toujours amener un exemple concret, donc sur base d'une expérience professionnelle idéalement ou extra-professionnelle sur laquelle vous pouvez vous baser, le fameux STAR. Alors je sais pas si donc on refera peut-être un webinaire sur justement comment préparer les entretiens un petit peu plus longs parce que ici on peut encore en parler pendant des heures, mais je dirais qu'à la question pourquoi vous, Vinciane, pour répondre à
ça. Ne soyez pas trop lisse non plus. Ne dites pas ce qu'on attendrait de vous. Vous pouvez aussi, moi j'aime bien aussi cet exercice. Je ne sais pas si vous connaissez le mind mapping, donc c'est le principe de la feuille que vous avez sous les yeux là. C'est de vous mettre au centre et de mettre vraiment toutes les idées que vous avez comme qualité en termes des connaissances techniques, des qualités, des connaissances professionnelles, des traits de caractère que vous avez, et de chacune repartir en disant en quoi est-ce que, par exemple, le fait d'être de bonne humeur peut être quelque chose de positif. Donc pour moi, qu'est-ce que c'est la bonne humeur? Et quand vous avez vraiment une vision globale et assez étendue, je dirais, de en quoi est-ce que cette qualité pourrait être intéressante, vous avez, pour moi, la réponse au pourquoi vous. En plus de mes compétences, eh bien, je suis quelqu'un de ceci, cela, cela. Et c'est aussi un moment où vous pourriez, si vous le sentez, si ça fait partie de votre personnalité et si la relation le permet avec le recruteur, de mettre un peu d'humour et de dire par exemple, ah oui, et alors aussi, je suis la personne en Belgique qui fait le meilleur gâteau au chocolat. Voilà. Donc, pour citer quelque chose d'un petit peu, voilà. Voilà. Donc, le mind mapping peut vraiment vous aider à répondre à la question pourquoi vous. Moi, je me posais la question. Enfin, on va d'abord répondre à la question de Manuel, qui espère faire son stage d'entreprise de dernière année au Canada. Est-ce que c'est intéressant de dire qu'on espère justement migrer par la suite au Canada, même si ce n'est pas forcément le cas? Donc, si je comprends bien, c'est le fait de faire le stage et de dire à l'employeur que dans l'absolu, par après, donc à moyen terme et à long terme, je suppose que c'est ça, Manuel, tu devrais travailler là-bas. Alors, si c'était envisagé, si c'est un projet qui pourrait être envisageable pour toi, pourquoi pas, bien évidemment. Si c'est quelque chose que tu ne penses pas, tu te dis non, c'est juste pour un stage, mais je vais quand même lui dire que pourquoi pas, je pourrais être partant alors que c'est pas le cas et que c'est pas ton objectif. Non. Parce que tout simplement, qu'est-ce qui va se passer entre le mot que tu vas dire et ton non-verbal, donc c'est-à-dire le ton avec lequel tu vas le dire et peut-être ta gestuelle, tu ne vas pas être ce qu'on appelle congruent. Donc tu ne vas pas être cohérent dans ce que tu vas dire. Donc on va entendre le oui, je veux bien, mais peut-être que tout ton corps va exprimer l'autre chose. Donc tu peux l'expliquer, tu peux le proposer seulement si ça peut faire partie de tes projets. Oui. Donc en gros, il faut pas faire semblant, que ce soit non, dans de manière générale. Il faut pas faire semblant, il faut croire. Il faut être persuadé de ce qu'on dit au final. Voilà. Alors, merci Pauline de revenir là-dessus parce qu'il y a un élément que j'ai oublié de dire et qui est essentiel, c'est rester la signer. C'est pas un acteur qui a joué ou une actrice qui a joué quelque chose. Donc, soyez préparés et restez authentique. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. De toute façon, c'est vous qu'on veut. Absolument. Pour cet emploi-là, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc il faut être vous. Merci, je vois que merci, Karim. Beaucoup de gens nous remercient. Merci à vous aussi d'être présents. S'il n'y a plus d'autres questions, on peut commencer à clôturer ce webinaire. Ah, une dernière question de Patrick. Est-on obligé de mettre un costume ou une belle veste peut suffire? Oui, alors ce que je disais, c'est que même maintenant, je dirais un costume. Alors le costume, en tout cas au job day en plus, en principe, vous oubliez, c'est-à-dire qu'un costume cravate, il y a peu d'entreprises qui encore aujourd'hui a ce code vestimentaire, même dans des grosses structures. Donc vous pouvez, en tout cas, ce que je vous conseille de faire, c'est avoir peut-être une cravate quand même dans la poche, parce qu'il y a quand même encore quelques entreprises qui ont ça, et donc vous allez aussi vous adapter au recruteur. Tiens, est-ce qu'il a un costume cravate? Alors je vais vite aux toilettes refaire un bonnet de cravate. Sinon, vraiment, je dirais une chemise et un blazer est suffisant, et voire même un pull tout simple, donc un pull en coton, un pull qui n'est pas bariolé, donc un pull uni, bien repassé bien évidemment, et propre. J'insiste là-dessus, ça vous paraît peut-être logique, mais c'est très très important aussi. Peut suffire absolument. Donc voilà, c'est vraiment un code vestimentaire adéquat, tenue de ville. Marilyn rajoute, sauf dans le bancaire. Ah oui, bien sûr, sauf dans le domaine bancaire, et également tout ce qui est notaire, avocat, assurance, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et en effet, merci Marilyn, dans le bancaire, bien évidemment. Alors, on va prendre une dernière question. Tanguy n'est pas encore sur le marché de l'emploi, mais il voulait aller à un salon de l'emploi, je suppose, pour faire un premier screening et prendre des premiers contacts. Est-ce que c'est trop tôt?
Ou est-ce qu'il faut attendre d'être sur le marché de l'emploi? Est-ce que c'est déjà bien d'aller se présenter? Alors, je vais te reposer la question, Tanguy, par rapport à ça, c'est quel est ton objectif? Voilà, est-ce que, en effet, ce serait, tu dis, ici, voilà, ce serait faire un premier screening. Oui, pourquoi pas. Maintenant, le premier screening, tu n'es pas obligé de te rendre sur le lieu. Tu peux déjà aller regarder les exposants qui sont sur le site et tu peux déjà avoir pas mal d'informations. Maintenant, tu pourrais te dire, j'ai quand même envie d'aller proposer mes services, mais si tu n'es pas encore aujourd'hui sur le marché de l'emploi, voilà, à toi de voir si c'est pertinent. Mais en tout cas, pour un stage, on peut déjà y aller. Pour un stage, on peut bien sûr y aller, tout à fait. Mais donc voilà, en tout cas, vous aurez déjà pas mal d'informations sur le site et sur les exposants du jour. Voilà. Donc du coup, il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres sites des salons de l'emploi pour avoir des idées d'entreprise et faire déjà un premier screening. C'est très intéressant de faire un premier screening. Absolument. Et c'est vrai que le salon de l'emploi, on n'y pense pas toujours. Mais donc, si vous êtes à la recherche active d'un emploi, soyez proactif. Et c'est vraiment, vraiment un des éléments que vous pourriez avoir, c'est de dire, OK, dans tout ce que je peux avoir pour me faire connaître ou pour connaître les entreprises, un salon est évidemment quelque chose de super intéressant, puisque ça vous donne aussi une impression, enfin, une idée de qui cherche, de quel type d'entreprise, et peut-être des entreprises que vous ne connaissez bien évidemment pas et qui pourraient vous être opportune pour la suite. Voilà. Merci Vinciane. Merci à toi aussi. Merci pour votre attention et pour votre activité pendant ce webinaire. Voilà. Cécile sera présente. Je le répète, Cécile sera présente au Job IT Day. Nous serons 3, dont Marilyn qui était ici avec vous aussi, présente. Et ce sera Florence Lheureux, donc qui est aussi coach, voilà, avec une belle expérience aussi professionnelle. Donc, on sera ravis de pouvoir vous donner toutes les astuces encore. Des astuces pour gérer son stress. Voilà. Et de faire, pourquoi pas, des simulations, parce que c'est prévu aussi, si vous le souhaitez, faire une petite simulation. Ça peut être un des objectifs. Vous préparez et faire en sorte d'avoir un rendez-vous avec Cécile, ou Marilyn, ou Florence, et s'entraîner à votre pitch, montrer votre CV, etc. Voilà, ça peut être un objectif. Tout à fait. Voilà. Merci à tout le monde. Merci Pauline. Merci Cécile.